le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeuse semaine, bienvenue à tous et à toutes à la page internationale au grand journal du 14h, premier numéro de la semaine, avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter cette page internationale à Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacmel. Un homme a ouvert le feu lundi dans un centre de recrutement de l'armée russe, blessant grièvement un officier qui y travaillait. Le Kremlin admettant pour sa part des erreurs lors de la mobilisation de centaines de milliers de réservistes pour aller combattre en Ukraine. Voici un reportage signé Euronews. Face aux policiers, ces femmes laissent éclater leur colère. Elles protestent contre la mobilisation partielle décrétée quelques jours plus tôt par le président Vladimir Poutine. 300 000 réservistes appelés à renforcer les troupes russes en Ukraine. Mais la décision a du mal à passer. Et depuis, les manifestations se multiplient, entraînant parfois des affrontements avec les forces de l'ordre et des arrestations. Plus de 2300 à l'échelle nationale selon des ONG. Il y a aussi de plus en plus de témoignages sur la mobilisation de personnes inaptes à la guerre, car trop jeunes, trop âgées, blessées ou malades. L'inquiétude grandit même au sein des alliés de Vladimir Poutine. La situation est telle que le Kremlin reconnaît publiquement des erreurs. En effet, il y a des cas où le décret de mobilisation a été violé. Dans certaines régions, les gouverneurs travaillent activement pour rectifier les choses. Nous espérons que toutes les erreurs seront corrigées. Mais ces propos sont pour le moment loin de rassurer la population et la tension est toujours palpable. Ce lundi matin, un jeune homme a ouvert le feu dans un centre de recrutement de l'armée russe en Sibérie centrale. Un militaire a été grièvement blessé, le suspect arrêté par la police. En Iran, des manifestations à l'échelle nationale se poursuivent. En Iran, après la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans décédée alors qu'elle était détenue par la police des mœurs de Téhéran. Voici un reportage signé CGTN News. Plus d'une semaine après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue à Téhéran, les manifestations antigouvernementales ont fait boule de neige à travers le pays. Selon la télévision d'État, des dizaines de personnes ont été tuées, dont des policiers et des centaines d'autres blessés dans l'escalade des affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants. Mahsa Amini avait été détenu par la branche spéciale des autorités iraniennes appelée la police des mœurs, qui applique le code vestimentaire iranien imposé aux femmes. Les violences ont commencé à la suite de sa mort, alors que de premières informations ont attribué son décès à un coup donné sur la tête. Ce que la police iranienne a nié, publiant les vidéos des caméras du poste de police qui montrent que Mahsa Amini s'est effondrée alors qu'elle parlait à une policière. Nous avons montré toutes les vidéos enregistrées par les caméras du poste de police à sa famille, dès son arrivée au quartier général de la police des mœurs jusqu'à ce qu'elle entre dans le hall et qu'elle s'effondre. Le président Raisi a chargé le ministère de l'Intérieur d'enquêter sur la question et de déterminer la cause du décès de la jeune femme. Les rapports médico-légaux indiquent qu'il n'y avait aucune marque sur son corps, aucun signe d'hémorragie cérébrale et aucune fracture du crâne. Vendredi, après des jours d'émeutes violentes, des rassemblements pro-gouvernementaux ont eu lieu dans des dizaines de villes à travers l'Iran pour condamner les manifestants. Ils disent que de telles émeutes nuisent à la sécurité du pays et perturbent les activités des gens. Les manifestants disent que, quelle que soit la façon dont Mahsa Amini est décédée, ils ne sont pas satisfaits de la façon dont la police des mœurs traite les femmes et appellent à une plus grande liberté. Les forces de sécurité disent avoir arrêté jusqu'à présent des dizaines de groupes organisés et armés liés à des pays étrangers. Outre les militants politiques qui critiquent le comportement de la police des mœurs, un nombre considérable de législateurs et d'hommes politiques estiment que dans les circonstances actuelles, les gens sont soumis à d'énormes pressions économiques, principalement causées par les sanctions. Ils exhortent les décideurs à ne pas ajouter de pression psychologique sur les gens en poursuivant les politiques très critiquées du code vestimentaire.
En République Centrafrique, l'ex-chef rebelle Mahamat Saïd Abdelkani plaide non coupable, accusé notamment d'avoir torturé les personnes détenues lors des troubles civils en 2013 en République centrafricaine. Saïd Abdelkani fait face à 7 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis entre avril et août 2013. Voici un reportage signé Africa News. Le procès de Mahamat Saïd Abdelkani, ex-commandant rebelle centrafricain présumé de la coalition Séléka, a débuté ce lundi devant la Cour pénale internationale. Le quinquagénaire émis à la CPI en janvier 2021 par Bangui est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Sa milice aurait entre avril et août 2013 commis des exactions contre les soutiens présumés de l'ex-président François Bozizé. Je plaide non coupable sur toutes les situations, sur toutes les accusations. Pour l'accusation, Mahamat Saïd Abdelkani dirigeait ce centre qui appartenait à une unité de police appelée Office central de répression du banditisme. Des partisans présumés de François Bozizé auraient été battus et torturés ici. Sa voix a déterminé le sort de tant d'individus. Il a amené des personnes à l'OCRB. Il ne les protégeait pas, mais au contraire, il participait activement à leur capture, les traquant et les soumettant aux conditions les plus terribles qu'il pouvait imaginer. La République centrafricaine a été le théâtre d'affrontements entre les milices chrétiennes anti-Balaka et musulmanes Séléka après la chute de François Bozizé renversé par Michel Djotodia en 2013. Le pays peine encore à panser ses plaies. Albert Bourla, PDG du fabricant de médicaments Pfizer, a été testé positif au Covid-19 après 4 doses de vaccin. La réaction d'André Berkoff sur Sud Radio. Dio Berkoff dans tous ses états. Crois-moi. Et regardez, première, deuxième. Alors vous avez marqué, on n'a plus dit troisième, quatrième dose. Maintenant, on dit dose de rappel. Vous êtes éligible à votre dose de rappel. Alors c'est très bien. Alors nous avions un exemple, un modèle. Albert Bourla, le président directeur général du fabricant de médicaments Pfizer. Alors lui, il se sent très bien, génial, vraiment. Je me sens très, très, très bien. Et à chaque fois, il disait, voilà, il donnait des nouvelles, effectivement. Et puis, il a été testé positif au Covid. Comment? Après 3 doses, après 4 doses, monsieur Bourla, vous êtes testé positif au Covid. J'ai pas encore eu de nouveau rappel bivalent, car je suis le directeur du CDC pour attendre 3 mois depuis mon précédent cas de Covid qui était de retour à la mi-août. C'est-à-dire que entre août et aujourd'hui, monsieur Bourla a eu 2 Covid. Il est actuellement malade du Covid. Après 4 doses. Mais attendez, je comprends pas là que c'est pas possible ça. Attendez, il est heureux parce qu'il a reçu 4 doses et il nous explique. Il dit voilà, j'ai reçu 4 doses, je me sens bien, tout en éprouvant des symptômes très légers. C'est très bien. Je suis en isolement et j'ai commencé une cure de Paxlovid. Voilà, et je lutte, je suis convaincu que je me fais rétablir rapidement. Eh bien, on l'espère tous, monsieur Bourla. Et que vous nous donniez d'ailleurs le contenu de vos SMS avec Ursula von der Leyen, vous savez, pour les 70 milliards d'achats de doses Covid de la Commission européenne. Non, ce serait intéressant qu'on le sache. Mais attention, ne retombez pas malade une 3e fois, après la 8e dose. Ça serait un peu embêtant, hein. On compte sur vous, Albert Bourla. Vraiment, ne nous laissez pas tomber. Là, on compte sur vous pour, après la 8e dose, que vous n'ayez pas un 4e Covid. Franchement. En tout cas, auditeurs de Sud Radio, on vous tiendra au courant. Que se passe-t-il dans le monde? Zoom sur la situation en Ukraine. Quels sont les véritables enjeux de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Écoutons un extrait de l'émission sur Unique 24. Les Russes avaient comme objectif, alors là aussi on a raconté beaucoup de choses parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se sont conjugués à la fin 2021, au début 2022. Il y a 2 phénomènes majeurs qui sont trouvés converger au début de l'année 2022. Un, c'est la préoccupation croissante des Russes de voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN, et donc l'extension de l'OTAN. Et le deuxième était
la montée croissante de la menace militaire sur le Donbass. La montée de cette menace militaire sur le Donbass a alimenté en fait l'autre crainte de cette extension de l'OTAN. Mais c'est important de distinguer les deux parce que le fait que l'OTAN s'étende n'est pas la raison pour laquelle la Russie est intervenue. La Russie est intervenue en Ukraine pour neutraliser la menace qu'il y avait contre les populations du Donbass. La question de l'extension de l'OTAN est un autre sujet que les Russes ont toujours dit, et qui, d'ailleurs à la mi-décembre de l'année passée, ils avaient fait des propositions de règlement de ce problème de manière politique, ils avaient fait des propositions à l'OTAN et aux États-Unis, et donc dans l'esprit des Russes, ce problème d'extension de l'OTAN était un problème de nature politique qui devait être résolu de manière politique par la voie diplomatique. En revanche, la menace sur le Donbass était une menace physique qu'ils considéraient comme imminente et donc qui était la raison pour laquelle la Russie est intervenue. Et à partir de là, on a aussi mal voulu interpréter ce qu'ont dit les dirigeants russes, et notamment Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a dit très clairement, il a parlé de ces deux mots, dénazification et démilitarisation. Alors en fait, d'ailleurs, assez incidemment, il a repris deux termes qui étaient dans le traité de Potsdam de 1945, qui disait ce qu'on allait faire à l'Allemagne après le conflit. C'est-à-dire, effectivement, la démilitarisation de l'Allemagne et la dénazification de l'Allemagne. Il a repris exactement les mêmes termes à propos de l'Ukraine. Et c'est important de relever ces termes, parce qu'à aucun moment, la Russie dit on veut s'emparer de l'Ukraine. À aucun moment, elle dit on va renverser le pouvoir en Ukraine. À aucun moment, elle dit on va s'emparer de la moitié. C'était les commentaires de Jacques Beau sur Zooming. Il a fait un zooming sur la situation en Ukraine. C'est le terminus de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation télé Belltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Passez un excellent lundi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.